Je m'appelle Sandrine Vasseur. J'ai 29 ans. Je ne savais pas que le mal pur pouvait porter le visage de ma propre sœur jusqu'à ce mardi matin brumeux à l'hôpital de Limoges. Je n'étais même pas encore tout à fait réveillée quand l'étouffement a commencé. Ce n'était pas l'accident de voiture qui m'empêchait de respirer, c'était la main manucurée de ma sœur Laetitia qui venait de tourner la valve de mon oxygène vers le zéro absolu. Alors que mes poumons brûlaient et que ma vision se troublait, je l'ai entendu ricaner, un son froid et métallique qui m'entra jusqu'à la fin de mes jours. « Arrête ton cinéma, Sandrine. Tu ne trompes personne. » Avant de vous raconter comment j'ai survécu à ma propre famille et comment je leur ai fait payer chaque seconde de cette torture, j'aimerais savoir qui m'écoute en ce moment. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. J'ai besoin de sentir que je ne suis pas seule face à cette folie. Abonnez-vous si vous aimez voir la justice triompher face à la méchanceté gratuite. Tout a commencé par un crissement de pneus et le noir total. Quand j'ai rouvert les yeux, mon corps semblait rempli de béton armé. Lourd. Douloureux. Inerte. Ma bouche était aussi sèche que du papier de verre, ma tête martelait un rythme infernal, et ma poitrine était enserrée dans un étau invisible. Je ne savais pas si c'était le matin ou le soir. Les néons au-dessus de moi bourdonnaient, seule source de lumière agressive dans cette chambre stérile. La dernière chose dont je me souvenais clairement, c'était le bruit de la tôle qui se pliait. Ma petite Clio qui partait en tête à queue sur la départementale glissante, les phares d'un camion en face, puis le silence. Maintenant, j'étais là, enchevêtrée dans des fils, un bras en écharpe, une jambe surélevée, et des bleus fleurissant sur mes côtes comme une carte géographique de la douleur. Mais le pire n'était pas la douleur physique. C'étaient les voix. C'était la voix de ma sœur Laetitia d'abord, perçante et aiguë, résonnant dans la pièce avant même que mes paupières ne puissent s'ouvrir complètement. Elle ne demandait pas si j'allais bien. Elle ne demandait pas si je souffrais. Non. Regarde-la, disait Laetitia. Elle dort comme une masse. Franchement, elle a ruiné la voiture pour rien. C'était une épave de toute façon, mais quand même, elle aurait pu faire attention. Maman, tu te rends compte qu'elle va encore nous demander de l'argent pour en racheter une ? Ma mère, Chantal, était assise sur le fauteuil près de la fenêtre. Je l'ai vue du coin de l'œil quand j'ai réussi à tourner la tête de quelques millimètres. Elle ne me regardait pas. Elle faisait défiler l'écran de son téléphone avec cet air d'ennui profond qu'elle réservait aux situations qui ne la concernaient pas directement. Comme si ma présence ici, brisée et vulnérable, n'était qu'un contretemps dans son emploi du temps de retraitée oisive. C'est tellement dramatique, a continué Laetitia en s'approchant de mon lit. Elle portait ce parfum entêtant, trop sucré, qui me donnait toujours la nausée. Elle a inspecté les machines comme on inspecte un produit défectueux au supermarché. Quelques côtes fêlées et un poumon un peu touché. Les médecins exagèrent toujours. Elle le fait exprès, tu sais ? Depuis qu'on est petite, elle adore attirer l'attention. J'ai voulu parler. J'ai voulu crier que j'avais mal, que j'avais peur. Mais ma gorge était en feu. Seul un râle faible est sorti de mes lèvres gercées. Ma mère a émis un petit rire sec sans lever les yeux. Laisse-la, Laetitia. Elle se réveillera quand elle aura faim. J'ai appris il y a longtemps que le silence était plus sûr avec elle. Je suis restée immobile, espérant qu'elle partirait. Mais Laetitia s'est penchée plus près. Ses yeux brillaient d'une lueur malveillante que je ne connaissais que trop bien. C'était le regard qu'elle avait quand elle cassait mes jouets en cachette, ou quand elle volait de l'argent dans le sac de ma grand-mère pour m'accuser ensuite. Ce bip-bip est insupportable, a-t-elle sifflé. Honnêtement, Sandrine, tu as toujours simulé la maladie pour qu'on s'occupe de toi. Tu es pathétique. Et c'est là que c'est arrivé. Avant que mon cerveau embrumé ne puisse traiter ce qu'elle faisait, sa main s'est tendue vers le mur. Elle a saisi la valve du débitmètre d'oxygène. Pas par erreur. Pas par maladresse. Elle m'a regardé droit dans les yeux, a souri, et a tourné le robinet jusqu'à ce que la petite bille en métal retombe tout en bas du tube. Puis, d'un geste sec, elle a arraché le masque de mon visage. L'air a manqué instantanément. C'était comme si quelqu'un avait posé un oreiller sur mon visage. Mes poumons, déjà fragilisés par l'accident, ont cherché l'air frénétiquement, mais ne trouvaient rien. La panique m'a envahi, une vague froide et terrifiante. Voilà, a dit Laetitia en croisant les bras, satisfaite. Plus de bruit. Maintenant, arrête de jouer la comédie et lève-toi. Je suffoquais.
Je voyais des points noirs danser devant mes yeux. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas me défendre. Je me suis dit que c'était la fin. Que j'allais mourir ici, assassinée par ma propre sœur sous les yeux indifférents de ma mère, pour un simple caprice, pour un peu de silence. Mais ce qu'elles ignoraient toutes les deux, c'est que la porte de ma chambre n'était pas fermée. Et dans le couloir, quelqu'un avait tout vu. L'ombre est apparue dans l'encadrement de la porte avant même que Laetitia n'ait le temps de savourer sa cruauté. C'était une infirmière. Pas la jeune stagiaire timide qui m'avait posé la perfusion. Non, c'était une femme d'une 50aine d'années, robuste, avec des yeux qui avaient vu trop d'horreur pour tolérer celle-ci. Son badge indiquait Fatima. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas paniqué. Elle a bondi avec une efficacité militaire. En une seconde, elle a repoussé Laetitia si fort que ma sœur a trébuché contre le chariot de médicaments. Fatima a remis le masque sur mon visage, a rouvert la valve d'oxygène à fond, et a appuyé violemment sur le bouton d'urgence rouge au-dessus de mon lit. L'air frais a inondé mes poumons. J'ai pris une inspiration rauque, douloureuse, comme un noyé qui remonte à la surface. Les larmes ont jailli de mes yeux, non pas de tristesse, mais du choc pur de l'oxygène revenant dans mon sang. Mais ça va pas la tête, a hurlé Laetitia en se redressant, lissant sa jupe comme si c'était elle la victime. Vous m'avez bousculée. Je vais porter plainte. Fatima s'est retournée lentement. Son visage était un masque de fureur contenue. Elle s'est plantée devant la porte, bloquant la sortie de son corps imposant. Vous ne bougez pas d'un centimètre, a dit Fatima d'une voix basse et terrifiante. J'ai tout vu. J'ai vu votre main sur la valve. J'ai vu le masque arraché. C'est une tentative de meurtre. Le mot meurtre a flotté dans l'air, lourd et irréel. Ma mère, Chantal, a enfin lâché son téléphone. Sa bouche s'est ouverte et refermée comme celle d'un poisson hors de l'eau. N'importe quoi, a bafouillé ma mère, essayant de retrouver son arrogance habituelle. Elle jouait. C'est sa sœur. Vous, le personnel hospitalier, vous dramatisez toujours tout pour facturer plus cher. Laetitia, viens, on s'en va. Elles ont essayé de passer. Fatima n'a pas bougé. J'ai appelé la sécurité et la police est en route. Personne ne sort. Laetitia est devenue blême. Pour la première fois de sa vie, son audace vacillait. C'est elle qui l'a demandé, a-t-elle menti, me pointant du doigt avec hystérie. Sandrine a dit que le masque la gênait. Je voulais juste l'aider. Je ne pouvais pas répondre. Je tremblais de tout mon corps sous les draps. Mon rythme cardiaque sur le moniteur, qui venait d'être rebranché, s'affolait à 140 battements par minute. Le bip-bip frénétique était la seule preuve dont Fatima avait besoin. 10 minutes plus tard, 2 officiers de police sont entrés, accompagnés de 2 agents de sécurité de l'hôpital. L'ambiance dans la chambre a changé instantanément. Ce n'était plus une dispute familiale. C'était une scène de crime. Fatima a fait sa déposition sur le champ, claire, précise, sans émotion. La patiente était sous assistance respiratoire. Le sujet féminin ici présent a coupé l'arrivée d'air et retiré le dispositif vital en tenant des propos menaçants. La mère était présente et n'est pas intervenue. Le policier s'est tourné vers Laetitia. « Madame, veuillez vous retourner et mettre les mains dans le dos. »« Quoi ? » ?»« Non. »« Maman, fais quelque chose » a crié Laetitia, sa voix montant dans les aigus, perdant toute sa fausse sophistication. « C'est une erreur. C'est juste ma sœur débile qui invente tout. »« Maman » a-t-elle hurlé quand les menottes ont cliqueté autour de ses poignets. Ce son métallique a été la plus douce musique que j'ai jamais entendue. Ma mère s'est précipitée vers le policier, agrippant son bras. « Lâchez ma fille. Vous ne savez pas qui nous sommes. » Sandrine, dis-leur. Dis-leur que c'était une blague. Ne laisse pas ta sœur se faire embarquer comme une criminelle. Le policier a repoussé ma mère fermement. Madame, reculez ou vous serez aussi interpellée pour obstruction. Sandrine, a hurlé ma mère, son visage tordu par une rage que je n'avais jamais vue diriger contre quelqu'un d'autre que moi. Si tu ne parles pas maintenant, tu n'es plus ma fille. Tu entends ? Tu détruis cette famille. Je les ai regardés. J'ai regardé ma sœur, menottée, les yeux pleins de haine. J'ai regardé ma mère, prête à me sacrifier pour sauver son enfant préféré.
Et j'ai pris la première grande décision de ma nouvelle vie. J'ai fermé les yeux et j'ai tourné la tête vers le mur. Emmenez-les, a dit le policier. Les cris de Laetitia ont résonné dans le couloir, suivis des supplications de ma mère, s'éloignant peu à peu jusqu'à ce que le silence retombe. Un silence lourd, brisé seulement par le sifflement régulier de l'oxygène qui me maintenait en vie. J'étais seule. Terrifiée. Orpheline de fait. Mais vivante. Maintenant, je vous pose la question. Soyez honnête. Si votre sœur avait essayé de vous couper l'air sur un lit d'hôpital, et que votre mère vous avait demandé de mentir à la police pour la sauver, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous parlé? Auriez-vous défendu votre famille? Dites-le moi en commentaire. Je lis tout. Le calme qui a suivi leur arrestation était étrange. C'était un calme chargé d'électricité statique, comme l'air avant un orage violent. Fatima, l'infirmière, est restée avec moi un long moment, vérifiant mes constantes, me parlant doucement. Elle m'a dit que l'hôpital avait déposé une plainte en son nom propre pour agression sur personnel et mise en danger de la vie d'autrui. Cela signifiait que même si je retirais ma plainte, l'affaire suivrait son cours. Mais je savais que ce n'était pas fini. On ne coupe pas la tête de l'hydre aussi facilement. Le lendemain matin, on m'a rendu mon téléphone. Il était dans un sac en plastique avec mes effets personnels. La batterie était faible, mais quand je l'ai allumé, il a vibré sans discontinuer pendant 5 minutes entières. 34 appels manqués. 18 messages vocaux. 50 messages WhatsApp. Et des notifications Facebook en cascade. Ce n'étaient pas des messages de soutien. Ma mère et Laetitia avaient été relâchées après leur garde à vue, probablement avec une convocation ultérieure au tribunal. Et elles n'avaient pas perdu de temps. Elles avaient lancé la machine de guerre, la rumeur. J'ai ouvert le groupe de discussion de la famille élargie, celui où l'on partage habituellement des photos d'anniversaire et des vœux de bonne année. Ce que J et lui m'a donné la nausée. Message de tante Monique. Sandrine, comment as-tu pu faire ça à ta mère? Elle est dévastée. Inventer une histoire pareille alors que tu es sous morphine, c'est honteux. Message de mon cousin Julien. Laetitia m'a tout raconté. Tu as arraché ton propre masque pour les faire accuser parce qu'elles refusaient de te payer une nouvelle voiture. Tu as besoin d'aide psychiatrique, ma pauvre. Message de ma mère envoyé à 3 heures du matin sur le groupe familial. Je demande à tout le monde de prier pour Sandrine. L'accident a dû toucher son cerveau. Elle est devenue paranoïaque et dangereuse. Elle a fait arrêter sa propre sœur par jalousie maladive. Nous sommes sous le choc. Elles avaient retourné l'histoire. Elles avaient transformé leur crime en non-délire. C'est la marque de fabrique des narcissiques, accuser la victime de ce qu'ils ont eux-mêmes commis. On appelle ça la projection. Et ma famille en était championne olympique. Je lisais les messages, les larmes coulant sur mes joues. Personne ne me demandait ma version. Personne ne demandait comment j'allais physiquement. J'étais devenue le monstre, l'ingrate, la folle. C'était une campagne de diffamation parfaitement orchestrée, conçue pour m'isoler avant même que je puisse sortir de l'hôpital. J'ai essayé d'appeler ma tante Monique pour expliquer. Elle a décroché, mais sa voix était glaciale. Ne m'appelle pas, Sandrine. Ta mère est en train de faire une crise de nerfs à cause de toi. Tant que tu ne retires pas ta plainte et que tu ne t'excuses pas publiquement, tu n'existes plus pour nous. Elle a raccroché. J'ai regardé le mur blanc de ma chambre. La solitude était totale. J'avais l'impression d'être une pestiférée. Mais au fond de moi, une petite flamme commençait à s'allumer. Ce n'était plus de la tristesse. C'était de la colère. Froide. Dure. Elle pensait m'avoir isolée? Elles pensaient m'avoir brisée avec leurs mensonges? Elles avaient tort. Elles venaient juste de me libérer de l'obligation d'être la gentille fille. Mais je ne savais pas encore à quel point elles étaient prêtes à aller loin pour me détruire. Ce n'était pas seulement ma réputation qu'elles visaient. C'était ma survie. Une notification d'email a attiré mon attention. C'était ma banque. Alerte solde débiteur. Mon cœur a raté un battement. J'ai ouvert l'application avec des doigts tremblants, priant pour que ce soit une erreur. Ce que j'ai vu sur l'écran m'a fait oublier mes côtes cassées. Il y a 5 ans, quand mon père est décédé, j'avais ouvert un compte joint avec ma mère. C'était supposé être un compte au cas où,
pour ses frais médicaux ou des urgences liées à la maison familiale. J'y versais 200 € chaque mois, consciencieusement. Au fil des années, avec quelques primes et des économies supplémentaires que j'y avais placées pour la sécurité de maman, le solde avait atteint près de 15 000 €. C'étaient mes économies. Mon filet de sécurité. L'apport pour mon futur appartement. Le solde affiché à l'écran était de 450 €. 15 000 € avaient disparu en 24 heures. J'ai cliqué sur le détail des transactions. Virement instantané vers compte tiers. Retrait espèce guichet. Paiement cabinet d'avocats Dumont et associés. Ma mère avait vidé le compte. Elle avait pris MON argent pour payer l'avocat qui allait défendre Laetitia contre moi. L'ironie était si cruelle qu'elle en devenait grotesque. Je finançais la défense de la personne qui avait essayé de me tuer. J'ai voulu hurler, mais mes poumons ne le permettaient pas. J'ai senti une vague de chaleur me submerger. Je n'avais plus rien. Pas de famille, et maintenant, plus un sou. Comment allais-je payer mon loyer? Comment allais-je vivre pendant ma convalescence? Mais l'horreur ne s'arrêtait pas là. Mon téléphone a sonné. C'était le numéro de mon travail. C'était Monsieur Bernard, le directeur des ressources humaines. J'ai décroché, essayant de contrôler ma voix tremblante. Allô, Monsieur Bernard? Sandrine, sa voix était grave, hésitante. Écoutez, j'ai reçu votre email ce matin. Je suis très surpris. Je sais que vous venez d'avoir un accident, mais ce genre de langage est inacceptable envers la direction. Je me suis figé. Quel email? Je n'ai rien envoyé. Je suis à l'hôpital, je viens à peine de récupérer mon téléphone. Un email envoyé depuis votre adresse personnelle à 8h30 ce matin, a-t-il expliqué. Disant que vous démissionnez, que la boîte est une, je cite, fosse à purin gérée par des incompétents, et que vous avez copié des données confidentielles pour les vendre à la concurrence. Le monde a tangué. Laetitia. Elle connaissait mon mot de passe. C'était le nom de notre premier chien, suivi de ma date de naissance. Je ne l'avais jamais changé. Pendant que j'étais inconsciente ou sous sédation, ou peut-être juste après sa sortie de garde à vue, elle s'était connectée. Elle essayait de me faire licencier pour faute lourde. Elle voulait me couper toutes mes ressources. Monsieur Bernard, ai-je dit, ma voix se brisant enfin sous le poids de l'injustice. Ce n'est pas moi. Je vous le jure. Ma sœur et ma mère, c'est compliqué, mais elles essaient de me détruire. Je suis victime d'une usurpation d'identité. S'il vous plaît, ne faites rien. Je peux vous envoyer le rapport de police prouvant qu'elles ont été arrêtées hier. Il y a eu un long silence au bout du fil. Monsieur Bernard était un homme juste, un père de famille. Il m'aimait bien, j'étais une employée modèle depuis 4 ans. Envoyez-moi tout ce que vous avez, Sandrine, a-t-il dit doucement. On va geler votre accès informatique par sécurité, mais je ne validerai pas cette démission. Reposez-vous. On tirera ça au clair. J'ai raccroché et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis l'accident, j'ai sangloté comme une enfant. C'était trop. C'était trop de méchanceté pour une seule personne. Elle voulait que je meure, et comme j'avais survécu, elle voulait que je devienne une clocharde. J'ai passé l'heure suivante à changer tous mes mots de passe, un par un, avec des mains qui tremblaient tellement que je faisais des fautes de frappe constant. J'ai appelé la banque pour faire opposition, mais le banquier m'a dit froidement, « C'est un compte joint, Madame Vasseur. Votre mère a tous les droits sur les fonds. C'est civil, pas pénal. On ne peut rien faire pour récupérer l'argent. » J'étais ruinée. Trahie. Seule. C'est à ce moment-là que la porte de ma chambre s'est ouverte de nouveau. J'ai sursauté, m'attendant à voir la police, ou pire, Laetitia revenir pour finir le travail. Mais ce n'était pas elle. C'était un homme grand, aux cheveux gris, avec un visage carré et sévère. Il tenait un bouquet de fleurs maladroit dans une main et une mallette en cuir dans l'autre. C'était mon oncle Hervé. Le frère de mon père. L'homme que ma mère avait banni de nos vies il y a 10 ans parce qu'il avait osé lui dire qu'elle élevait Laetitia comme une enfant gâtée pourrie. Il est entré, a posé les fleurs, m'a regardé avec une tristesse infinie et a dit « J'ai tout appris par l'infirmière. Sandrine, c'est fini. Elles ne te toucheront plus jamais. » La présence de l'oncle Hervé remplissait la pièce d'une autorité rassurante. Il n'était pas venu seul.
Ma tante Béatrice, sa femme, est entrée juste après lui, les yeux rouges. Elle n'a rien dit, elle m'a juste serré dans ses bras, doucement pour ne pas blesser mes côtes, et j'ai senti l'odeur de lessive fraîche et de vanille qui me rappelait mon enfance, avant que tout ne devienne toxique. Comment avez-vous su? Ai-je demandé. Fatima, l'infirmière, a répondu Hervé en s'asseyant lourdement. C'est la cousine d'un de mes chauffeurs routiers. Le monde est petit à Limoges. Quand elle a vu le nom Vasseur et l'horreur de la situation, elle a fait le lien. Elle m'a appelé ce matin. Hervé était un homme d'action. Il possédait une entreprise de transport prospère. Il n'avait pas peur des conflits, et surtout, il n'avait jamais eu peur de ma mère Chantal. J'ai déjà mis un avocat sur le coup, un vrai, pas les clowns que ta mère engage, a-t-il continué. Il va s'occuper de la banque. Même sur un compte joint, vider la totalité des fonds alors que le cotitulaire est hospitalisé, ça s'appelle de l'abus de confiance, surtout si on prouve que c'était tes revenus. On va les traîner en justice jusqu'à ce qu'elles recrachent le dernier centime. Je me sentais moins seule, mais la peur persistait. Oncle Hervé, elles ont dit à tout le monde que j'étais folle. Que j'avais inventé l'agression. Laisse-les parler, a coupé Béatrice en me tendant un verre d'eau. Les chiens aboient, la caravane passe. Nous avons la vidéo de surveillance du couloir. L'avocat l'a récupérée ce matin sur ordonnance du juge. On y voit Laetitia sortir de la chambre en courant juste avant que l'alarme ne sonne, et ta mère qui essaie de cacher son téléphone. C'est accablant. Mais ma famille n'avait pas fini de creuser dans l'abjection. Alors que nous discutions, un huissier de justice s'est présenté à la porte de ma chambre. Il avait l'air gêné, tenant un dossier bleu. Mademoiselle Sandrine Vasseur, a-t-il demandé. C'est elle, a répondu Hervé sèchement. Que voulez-vous? Je suis mandaté par Madame Chantal Vasseur et Mademoiselle Laetitia Vasseur pour une sommation interpellative, a-t-il dit en lisant ses papiers. Elles affirment que dans le coffre de votre véhicule accidenté se trouvait un coffret à bijoux anciens, héritage de famille, d'une valeur estimée à 50 000 €. Ce coffret a disparu. Elles vous accusent de l'avoir détourné ou vendu avant l'accident et exigent sa restitution immédiate sous peine de poursuite pour vol aggravé. J'ai écarquillé les yeux. Le coffret à bijoux de grand-mère. C'est un mensonge, ai-je crié, oubliant la douleur. Laetitia a vendu ce coffret il y a 3 ans pour payer ses dettes de jeu. Maman le sait très bien, elle a couvert l'affaire pour ne pas que papa la prenne avant sa mort. L'huissier a noté ma réponse sans émotion. C'est votre déclaration, madame. Je la note. Hervé s'est levé, dominant l'huissier de toute sa hauteur. Vous direz à votre cliente que nous avons les reçus du dépôt-vente Laure Ancien rue Jean Jaurès, daté de 2021, signé de la main de Laetitia Vasseur. J'ai gardé une copie de tout quand j'ai aidé mon frère à faire l'inventaire avant son décès. Si elles poursuivent cette plainte, nous porterons plainte pour dénonciation calomnieuse. L'huissier a pâli légèrement, a hoché la tête et a quitté la chambre rapidement. Elles sont désespérées, a murmuré Hervé, les poings serrés. Elles essaient de créer une contre-attaque pour te forcer à négocier le retrait de ta plainte pour l'oxygène. C'est du chantage. Elles ne s'arrêteront jamais, tonton, ai-je chuchoté. Elles vont me traquer jusqu'à ce que je sois détruite. Hervé a posé sa grosse main calleuse sur la mienne. Non. Parce qu'à partir de maintenant, c'est moi qui chasse. Repose-toi, petite. J'ai engagé 2 agents de sécurité privée. L'un sera devant ta porte d'hôpital 24h/24, l'autre surveillera ton appartement. Elles ne t'approcheront plus. Je me suis laissé aller contre l'oreiller, épuisé. Mais même avec la protection de mon oncle, une certitude glaciale s'installait en moi. Ce n'était plus une querelle de famille. C'était une guerre. Et dans une guerre, il y a toujours des dommages collatéraux. 3 jours plus tard, je suis sorti de l'hôpital. Je n'ai dit à personne le jour exact. Je suis parti par la sortie de service, assise à l'arrière de la berline aux vitres teintées de mon oncle Hervé. Je me sentais comme un témoin sous protection dans un film policier, sauf que les gangsters étaient ma mère et ma sœur. Je ne suis pas retourné chez ma mère, bien sûr. Je suis rentré dans mon petit appartement en location, au 3e étage d'un immeuble ancien du centre-ville. C'était mon sanctuaire. Mais dès que j'ai franchi le seuil, j'ai senti que quelque chose avait changé. L'air était lourd. L'odeur de renfermé me semblait menaçante. Hervé et Béatrice m'ont aidé à m'installer.
Ils ont vérifié les fenêtres, changé les verrous pour des modèles de haute sécurité. Hervé a installé 3 caméras connectées, une sur le palier, une dans le salon, et une pointée vers la rue. Tu as mon numéro en numérotation rapide, m'a dit Hervé avant de partir. Au moindre bruit, tu appelles. N'hésite pas. La première nuit a été un enfer. Chaque grincement du parquet me faisait sursauter. Chaque voiture passant dans la rue me donnait des palpitations. Je fixais l'écran de mon téléphone, regardant le flux vidéo des caméras comme une obsédée. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était de l'expérience. Je savais de quoi elles étaient capables. Le lendemain matin, mon propriétaire, Monsieur Dupuis, m'a appelé. Mademoiselle Vasseur, je voulais vous prévenir, a-t-il dit, la voix inquiète. Une femme est passée hier soir, vers 22 heures. Elle a insisté pour avoir le double de vos clés. Mon sang s'est glacé. Qui c'était? Elle a dit être votre sœur. Elle a dit que vous étiez paralysé suite à l'accident et que vous aviez besoin de soins constants, qu'elle devait préparer l'appartement pour votre retour. Elle était très insistante. Agressive même. Vous ne lui avez pas donné, ai-je demandé, la gorge serrée. Bien sûr que non. Je lui ai dit qu'il me fallait votre autorisation écrite. Elle s'est énervée, elle a commencé à crier que j'étais un sans-cœur, que je laissais une handicapée mourir seule. Elle a donné un coup de pied dans le pot de fleurs de l'entrée en partant. Il est cassé. Je me suis excusée profusément, promettant de rembourser le pot. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Elles savaient que j'étais rentrée. Elles essayaient de s'introduire chez moi. Pourquoi? Pour planter de fausses preuves? Pour me faire peur? Ou pour finir ce qu'elles avaient commencé à l'hôpital? Je ne suis pas sortie de chez moi pendant 2 jours. Je vivais volet clos. Je mangeais des boîtes de conserve. Je me sentais comme un animal traqué. Le 3e soir, vers minuit, mon téléphone a vibré. Notification de la caméra de sécurité extérieure, mouvement détecté. J'ai ouvert l'application. Ce n'était pas Laetitia. Ce n'était pas ma mère. C'était un homme. Il portait un sweat à capuche sombre relevé sur sa tête. Il se tenait de l'autre côté de la rue, immobile, regardant directement vers ma fenêtre. Il ne bougeait pas. Il ne regardait pas son téléphone. Il me regardait, moi. Ou du moins, il regardait l'endroit où je me cachais. Il est resté là pendant 1 heure. Juste à fixer ma fenêtre. C'était pire que s'il avait crié. C'était une menace silencieuse. J'ai zoomé sur l'image. Je ne reconnaissais pas son visage, mais je voyais quelque chose briller dans sa main. Un couteau? Un outil? J'ai appelé Hervé. Il y a quelqu'un, ai-je chuchoté. Je vois le flux vidéo, a répondu Hervé instantanément. Il ne dormait pas non plus. J'arrive. Ne bouge pas. La police est prévenue. Mais quand les phares de la voiture d'Hervé ont balayé la rue 10 minutes plus tard, l'homme avait disparu, se fondant dans les ombres comme s'il n'avait jamais existé. Mais il avait laissé quelque chose. Le lendemain matin, sur ma boîte aux lettres, il y avait une trace de peinture rouge. Un seul mot, écrit grossièrement au pochoir, menteuse. La guerre psychologique venait de monter d'un cran. Ce n'était plus seulement ma famille. Elles avaient recruté des mercenaires. La vision de ce mot rouge sang sur ma boîte aux lettres a déclenché quelque chose en moi. La peur s'est transformée en une détermination froide. Je ne pouvais pas vivre comme ça. Je ne pouvais pas passer le reste de ma vie à guetter les ombres. Hervé est arrivé avec un technicien en sécurité pour renforcer encore le système. Il a regardé le tag menteuse avec un visage de marbre. J'ai montré la vidéo du type à un de mes anciens contacts dans la police, m'a dit Hervé en entrant dans le salon. Il l'a reconnu. C'est un petit voyou local, un certain Kevin, connu pour des cambriolages et des intimidations. Il traîne souvent dans les bars où Laetitia a ses habitudes. Elle l'a payé, ai-je conclu. Avec mon argent. Avec les 15 000 € qu'elles ont volés sur le compte joint. Probablement a acquiescé Hervé. Ce qui veut dire qu'il ne s'arrêtera pas tant qu'il sera payé. Mais ça veut aussi dire qu'on a un lien. Si on arrive à prouver que Laetitia l'a payé, c'est association de malfaiteurs. C'est la prison ferme, pas juste du sursis.
Les jours suivants ont été un jeu du chat et de la souris terrifiant. Le type, Kevin, revenait. Il ne s'approchait jamais assez pour être arrêté, mais assez pour être vu. Il laissait des mégots de cigarettes devant ma porte. Il sonnait à l'interphone à 3 heures du matin et ne disait rien, respirant juste lourdement dans le micro. Je vivais avec un couteau de cuisine sur ma table de nuit. Je sursautais à chaque notification. Mon médecin m'avait prescrit des anxiolytiques, mais je refusais de les prendre. Je devais rester alerte. Si je m'endormais trop profondément, je craignais de ne jamais me réveiller. Puis, le coup de grâce est arrivé par email. Sujet: confirmation de changement de bénéficiaire, assurance vie prévoyance. J'ai ouvert le mail, le cœur battant à tout rompre. Une demande avait été faite pour modifier le bénéficiaire de mon assurance décès, que mon entreprise payait. Le bénéficiaire actuel était l'association La Croix-Rouge, j'avais changé ça après la mort de papa. La nouvelle demande visait à remettre Madame Chantal Vasseur. La demande avait été rejetée par l'assureur car la signature électronique ne correspondait pas. Mais l'intention était claire comme de l'eau de roche. Elles anticipaient ma mort. Ou pire, elles l'espéraient. Elles voulaient s'assurer que si l'accident ou le suicide arrivait, elles toucheraient le jackpot. J'ai appelé Hervé, ma voix blanche de rage. Tonton, organise une réunion. Avec tout le monde. Les grands-oncles, les cousins, tout le clan Vasseur. Je veux que tout le monde soit là. Tu es sûr? A demandé Hervé. Ça va être violent. Je veux qu'il voie, ai-je dit. Je veux qu'il voie les monstres qu'il protège. Je veux que ce soit public. Dimanche prochain. Chez toi. D'accord, a dit Hervé. Je m'occupe des invitations. Et je m'occupe de la sécurité. Le reste de la semaine, j'ai compilé mon dossier. J'ai imprimé les relevés bancaires. J'ai copié les vidéos de surveillance du harceleur. J'ai imprimé les emails de l'assurance et de mon travail. J'ai tout mis dans un classeur rouge. Le dimanche est arrivé. Il pleuvait des cordes sur Limoges, un temps gris et déprimant qui collait parfaitement à l'ambiance. Hervé est venu me chercher. J'avais encore mal aux côtes, je marchais avec une canne, mais je n'avais jamais eu la tête aussi haute. En arrivant chez mon oncle, j'ai vu la voiture de ma mère. Une Mercedes qu'elle n'avait pas les moyens d'entretenir. Elles étaient là. Je suis entré dans le grand salon. Il y avait une quinzaine de personnes. Des oncles, des tantes, des cousins qui m'avaient insulté sur WhatsApp quelques jours plus tôt. Ils se sont tus en me voyant. Ma mère était assise sur le canapé en velours, un mouchoir à la main, jouant la veuve éplorée. Laetitia était à côté d'elle, pianotant sur son téléphone, l'air insolent, mâchant un chewing-gum la bouche ouverte. Ah, voilà la miraculée, a lancé Laetitia sans lever les yeux. On peut savoir pourquoi on est convoqué? On a un déjeuner prévu nous. Je me suis assise en face d'elle. J'ai posé le classeur rouge sur la table basse. Le bruit a résonné comme un coup de feu. On n'est pas là pour déjeuner, a dit Hervé en fermant la porte à clé derrière lui. On est là pour un procès. Un procès, a ricané ma mère, tentant de garder sa posture digne. Hervé, tu te prends pour qui? Tu as toujours été jaloux de notre réussite, mais là, tu deviens ridicule. Viens Laetitia, on s'en va. Elles se sont levées. Assieds-toi, Chantal, a tonné Hervé d'une voix si puissante que les vitres ont tremblé. Si tu franchis cette porte, je coupe l'accès au fonds de fiducie familiale immédiatement. Et je transmets ce dossier au procureur de la République demain matin à 8 heures. Le fonds de fiducie. C'était l'argent que grand-père avait laissé, géré par l'entreprise de transport, qui versait des dividendes mensuels à tous les membres de la famille. C'était la seule vraie source de revenus de ma mère et de Laetitia. Elles se sont rassises, furieuses. Hervé a allumé la grande télévision murale. Sans un mot, il a lancé la vidéo. L'image était granuleuse, en noir et blanc, mais on voyait parfaitement. On voyait le lit d'hôpital. On voyait Laetitia s'approcher. On voyait sa main tourner la valve. On voyait le masque arraché. On voyait son rire. Un silence de mort est tombé sur le salon. Tante Monique a mis la main devant sa bouche. Cousin Julien a baissé les yeux. La vidéo a continué. L'arrivée de Fatima. L'agression. La police.
Quand l'écran est redevenu noir, personne n'osait respirer. C'est truqué, a crié Laetitia, mais sa voix tremblait. C'est des effets spéciaux. Avec l'IA, on peut tout faire maintenant. Ferme-la, a dit Hervé calmement. On a aussi ça. Il a projeté les relevés bancaires. Le retrait de 15 000 €. Puis, les relevés téléphoniques de Laetitia, obtenus légalement par l'avocat dans le cadre de la plainte pour harcèlement. On y voyait des dizaines de SMS échangés avec un certain Kevin le dingue. Hervé a lu un des messages à haute voix. Vas-y ce soir. Fais-lui peur. Casse une vitre si tu veux. Je veux qu'elle craque. Et la réponse de Kevin, ça te coûtera 500 balles de plus. Et le virement correspondant depuis le compte de ma mère. Toute la salle s'est tournée vers Chantal et Laetitia. Le déni n'était plus possible. Ce n'était pas une dispute de sœurs. C'était une entreprise criminelle. Vous avez payé un voyou pour terroriser votre propre fille, a demandé tante Monique, sa voix brisée par le choc. Chantal, dis-moi que c'est faux. Ma mère s'est redressée. Son masque est tombé. Plus de larmes, plus de fragilité. Juste une haine pure. Elle le mérite, a craché ma mère en me pointant du doigt. Elle a toujours été jalouse de Laetitia. Elle a toujours voulu nous séparer. C'est elle la méchante. J'ai pris l'argent parce qu'il m'appartient. Je t'ai nourri, logé, élevé. Tout ce que tu as est à moi. Et l'assurance vie, ai-je demandé doucement. Tu voulais me tuer, maman? Ou juste attendre que Kevin fasse une erreur? Tu ne sers à rien, a hurlé Laetitia. Tu as un bon boulot, tu as de l'argent, et tu ne nous donnes rien. On galère et toi tu t'achètes des appartements. Tu es une égoïste. C'était donc ça. De la jalousie pure. De l'avidité. Elle me détestait parce que je réussissais là où elles échouaient. Elle me détestait parce que je ne dépendais pas d'elle. Hervé s'est levé. Il a regardé sa sœur et sa nièce comme on regarde des ordures. C'est fini, a-t-il dit. À partir de cet instant, vous êtes bannis de cette famille. Le fonds de fiducie est gelé pour enquête judiciaire sur détournement de fonds. Vous ne toucherez plus un centime de l'entreprise. Et je vais personnellement témoigner contre vous au tribunal. Tu ne peux pas faire ça, a crié Laetitia en se jetant vers lui. Deux cousins l'ont intercepté et l'ont repoussé sur le canapé. Je me suis levée à mon tour. J'ai marché jusqu'à ma mère. Je l'ai regardée dans les yeux. Je n'ai vu aucun amour. Juste un vide effrayant. Maman, ai-je dit. Tu ne m'as pas mise au monde pour m'aimer. Tu m'as faite pour servir de pièce de rechange à Laetitia. Mais la pièce de rechange est cassée. Et elle s'en va. Tu reviendras en rampant, a sifflé ma mère. Tu n'es rien sans nous. Non, ai-je répondu. Je suis tout sans vous. Je me suis tournée vers ma famille, celle qui m'avait insultée, celle qui avait douté. Vous avez vu la vérité. Faites ce que vous voulez avec ça. Moi, j'ai fini. Je suis sortie du salon. Hervé m'a suivi. Derrière nous, les cris de Laetitia et les pleurs hystériques de ma mère résonnaient, mais pour la première fois, ils semblaient lointains. Comme le bruit d'une télévision dans une autre pièce. La soirée s'est terminée dans le chaos pour elle, mais dans une clarté absolue pour moi. Hervé a tenu parole. Dès le lendemain matin, les robinets financiers ont été coupés. Plus de dividendes mensuels pour Chantal. Plus d'argent de poche pour Laetitia. L'avocat de la famille, qui gérait le trust, a contacté ma mère pour l'informer qu'une procédure de remboursement des sommes détournées, les 15 000 € et bien d'autres au fil des ans, était lancée. Il allait saisir leur maison. La maison où j'avais grandi, ce mausolée de leur ego, allait être vendue pour rembourser leurs dettes et mes dommages. C'était une victoire totale. Mais je ne ressentais aucune joie. Juste un immense épuisement. Je savais une chose, une bête blessée est encore plus dangereuse. Laetitia n'avait plus rien à perdre. Kevin le harceleur avait été arrêté suite aux preuves fournies par Hervé, et il avait balancé Laetitia pour réduire sa peine. La police cherchait ma sœur. Elle était en cavale, probablement cachée chez une amie douteuse. Je ne pouvais pas rester à Limoges. Cette ville était trop petite. Chaque rue me rappelait un souvenir douloureux. Chaque ombre ressemblait à ma sœur.
Je veux partir, tonton, ai-je dit à Hervé 2 jours après la réunion. Je sais, a-t-il répondu. Il n'a pas essayé de me retenir. Où veux-tu aller? Loin. Très loin. Quelque part où il pleut et où la mer efface les traces. Brest, a suggéré Béatrice. J'ai une cousine là-bas qui loue un petit studio. C'est au bout du monde. C'est parfait, ai-je dit. Nous avons organisé mon départ comme une opération militaire. Je n'ai pas mis mon appartement en location, j'ai rompu le bail. J'ai vendu mes meubles sur Le Bon Coin en une journée à des prix dérisoires. Je ne voulais rien emporter qui me rappelle cette vie. Juste mes vêtements, mon ordinateur et quelques livres. La veille de mon départ, j'ai reçu un dernier appel d'un numéro masqué. J'ai su que c'était elle. J'ai décroché, mais je n'ai rien dit. J'ai juste écouté. Je te retrouverai, salope, a chuchoté la voix de Laetitia. Elle semblait ivre ou droguée. Tu m'as tout pris. Je te prendrai tout. J'ai raccroché. J'ai retiré la carte SIM de mon téléphone. Je l'ai brisée en deux. Ce n'était pas de la peur que je ressentais cette fois. C'était de la pitié. Elle était pathétique. Elle avait eu toutes les chances, tout l'amour de ma mère, tout l'argent, et elle avait tout gâché par pure méchanceté. Le départ s'est fait à 3 heures du matin. Il pleuvait toujours. Hervé avait loué une camionnette banalisée. Nous avons chargé mes quelques cartons en silence. En passant le panneau de sortie de Limoges, j'ai regardé dans le rétroviseur. La ville dormait. Ma mère dormait probablement dans sa maison qui ne lui appartiendrait bientôt plus, rêvant sans doute d'un monde où elle était encore la reine. Laetitia se cachait quelque part dans les bas-fonds. Je laissais derrière moi 29 ans de vie. Je laissais mon travail, mes quelques amis, qui n'avaient pas été très présents, il faut l'avouer, et mon histoire. Le trajet vers Brest a duré 6 heures. 6 heures de route à travers la France endormie. J'ai regardé le paysage changer. Les collines du Limousin ont laissé place aux plaines, puis aux bocages bretons. L'air est devenu plus frais, plus salé. Quand nous sommes arrivés au pont de l'Iroise, le soleil se levait. Un soleil pâle, voilé par les nuages gris de l'Atlantique, mais c'était la plus belle lumière que j'ai jamais vue. Brest est une ville dure, reconstruite après la guerre, grise et bétonnée. Mais pour moi, elle ressemblait au paradis. C'était une forteresse. Nous avons déchargé mes affaires dans le studio de la cousine de Béatrice. Il y avait une vue sur la rade. On voyait les grues du port militaire et l'océan gris acier. Hervé m'a serré dans ses bras avant de repartir. Tu es en sécurité ici. Personne ne sait où tu es, à part Béatrice et moi. Même l'avocat ne le sait pas. Je lui ferai suivre tes courriers. Merci, tonton, ai-je pleuré. Tu m'as sauvé la vie. Non, Sandrine, a-t-il dit en me tenant par les épaules. Tu t'es sauvée toi-même. Le jour où tu as refusé de mentir pour elle à l'hôpital, c'est ce jour-là que tu t'es sauvée. Il est reparti. Je suis restée seule dans mon studio vide. J'ai ouvert la fenêtre. Le vent marin m'a fouetté le visage. J'ai pris une grande inspiration. Mes côtes me faisaient encore un peu mal, mais l'air entrait librement. Personne ne pouvait le couper. J'ai sorti mon nouveau téléphone, avec mon nouveau numéro. J'ai envoyé un seul message à Hervé, bien arrivé. La vie commence. Puis, je suis allée sur le bord de la Penfelt, la rivière qui traverse Brest. J'ai sorti les morceaux de mon ancienne carte SIM de ma poche. Je les ai jetés dans l'eau sombre. Je les ai regardés couler. Adieu, Sandrine la victime. Bonjour, Sandrine la survivante. 6 mois ont passé depuis cette nuit-là. Ma vie à Brest est simple, et pour la première fois, elle est à moi. J'ai trouvé un travail dans un petit cabinet comptable. Mon patron est un homme bourru mais gentil, qui ne me demande jamais de faire des heures supplémentaires non payées et qui me dit merci. C'est fou comme ce petit mot peut changer une vie. Je vis toujours dans le studio avec vue sur la mer. J'ai acheté des plantes. Beaucoup de plantes. J'ai un chat, un gros matourou que j'ai appelé Hervé, ça fait rire mon oncle quand je lui dis. Je n'ai plus de caméra de surveillance à l'intérieur de chez moi. J'en ai gardé une sur la porte d'entrée, par habitude, mais je ne regarde l'application qu'une fois par semaine, pas toutes les 5 minutes.
Les nouvelles de Limoges me parviennent par le filtre protecteur de ma tante Béatrice. Et elles sont satisfaisantes, d'une manière karmique. Laetitia a été arrêtée 2 semaines après mon départ. Elle avait essayé d'utiliser la carte de crédit d'une amie qui l'hébergeait. La police l'a cueillie au distributeur. Elle a été jugée pour l'agression à l'hôpital, pour le harcèlement et pour complicité avec Kevin. Comme elle avait un casier vierge, elle n'a pas pris de prison ferme lourde, mais elle a écopé de 18 mois dont 6 fermes, aménageables avec un bracelet électronique et une obligation de soins psychiatriques. Le bracelet électronique l'a obligée à rester chez ma mère. Et c'est là que l'enfer a vraiment commencé pour elles deux. Enfermées ensemble dans une maison qui était en train d'être saisie, sans argent, sans le fonds de fiducie, elles se sont entre-dévorées. Béatrice m'a raconté que les voisins appelaient la police presque tous les soirs pour tapage nocturne. Elles se hurlaient dessus, se reprochant mutuellement leur déchéance. Ma mère a fini par perdre la maison. Elle vit maintenant dans un petit HLM en banlieue. Elle a essayé de contacter Hervé pour demander de l'argent, jouant la carte de la pauvre vieille femme abandonnée. Hervé a simplement raccroché. Quant aux 15 000 € volés, je ne les reverrai probablement jamais en totalité. La vente de la maison a servi à payer les créanciers prioritaires. Mais l'avocat a réussi à récupérer environ 4 000 €. J'ai utilisé cet argent pour m'offrir un beau voyage en Irlande le mois dernier. J'ai bu une bière à la santé de ma liberté sur une falaise face à l'océan. Parfois, je fais encore des cauchemars. Je rêve que je suis dans ce lit d'hôpital, que l'air manque, que Laetitia rit. Je me réveille en sueur, cherchant mon souffle. Mais ensuite, j'entends le ronronnement de mon chat, j'entends la pluie bretonne contre la vitre, et je sais que c'est fini. Je n'ai pas de petit ami pour l'instant. Je prends le temps de me reconstruire. J'apprends à faire confiance à nouveau, ce qui est le plus dur. Quand on a été trahi par sa propre mère et sa propre sœur, faire confiance à un étranger demande un courage surhumain. Mais j'y travaille. Je vois une psychologue tous les mardis. Elle me dit que je progresse. J'ai croisé une collègue l'autre jour qui se plaignait que sa mère l'appelait trop souvent. J'ai souri poliment. Si elle savait. Si elle savait le luxe que c'est d'avoir une mère qui s'inquiète pour vous, même trop. Ou peut-être le luxe inverse, ne plus avoir de mère du tout. Je suis une orpheline volontaire. J'ai coupé la branche pourrie de mon arbre généalogique pour que le reste de l'arbre puisse survivre. Et regardez-moi, je bourgeonne. Je voulais partager mon histoire non pas pour me faire plaindre, mais pour envoyer un message à tous ceux qui écoutent cette vidéo. On nous apprend depuis l'enfance que la famille, c'est sacré. Que le sang est plus épais que l'eau. Que l'on doit tout pardonner à sa mère ou à sa sœur parce que c'est la famille. C'est un mensonge. Le sang ne vous oblige à rien. Le sang ne donne à personne le droit de vous maltraiter, de vous voler, ou de vous couper l'oxygène. Le respect, l'amour et la loyauté se méritent. Ils ne sont pas dus par naissance. Si vous êtes dans une situation où votre famille vous fait du mal, vous manipule, vous vole ou vous met en danger, ne restez pas pour sauver les apparences. Ne restez pas parce que vous avez peur d'être seul. La solitude vaut 1000 fois mieux que la compagnie de bourreaux déguisés en proches. Il m'a fallu une tentative de meurtre pour ouvrir les yeux. N'attendez pas d'être sur un lit d'hôpital. N'attendez pas qu'on vous coupe l'air. Partez. Préparez votre sortie. Mettez de l'argent de côté en secret. Trouvez vos alliés, il y a toujours un oncle Hervé ou une infirmière Fatima quelque part. Et quand vous partez, ne regardez pas en arrière. Aujourd'hui, je respire. C'est la chose la plus simple et la plus précieuse au monde. Je respire un air qui est à moi. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si mon histoire vous a touché, s'il vous plaît, mettez un j'aime à cette vidéo pour qu'elle soit suggérée à d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de l'entendre. Et vous? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre toxique de votre famille? Avez-vous déjà vécu une trahison impardonnable? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. C'est en parlant qu'on brise le pouvoir qu'ils ont sur nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires de résilience et de justice. Prenez soin de vous, et surtout, protégez votre oxygène. C'était Sandrine. À bientôt.